Aujourd'hui, Internet a évolué. Ça fait un peu plus de 10 ans que, par exemple, le Bitcoin a été publié. Mais sauf que le Bitcoin, il a fait son temps. Le Bitcoin, aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent. Mais l'élément technologique qui permet au Bitcoin d'exister, qui en réalité est en train de créer une révolution aujourd'hui, c'est la blockchain. L'essentiel, c'est de comprendre comment est-ce que la blockchain peut aider l'Afrique compte tenu de ses réalités sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique et surtout sur le plan naturel à travers sa richesse naturelle. Comment est-ce que la blockchain peut l'aider, pas à booster l'économie parce que ça sont les gros thèmes, à améliorer de manière concrète le niveau de vie de chaque individu. Bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo, nouveau podcast sur la crypto-monnaie, n'est-ce pas, le développement personnel, le Web3 et bien sûr l'intelligence artificielle. Nous parlons d'un peu de tout, nous parlons de plein de choses qui pourraient éventuellement contribuer au développement économique, social et bien sûr sanitaire, environnemental de l'Afrique et bien sûr de nos communautés respectives. Et pour le compte de cette vidéo, je suis toujours accompagné de Stéphane, notre cher invité, qui est l'auteur du livre Initiation à la crypto-monnaie. Et dans le cadre de cette vidéo, on va parler d'une thématique assez intéressante qui va bien sûr essayer de donner des idées de projets, n'est-ce pas, qui sont implémentables dans le cadre de cette technologie qui prend de l'ascenseur, qui est la blockchain. Donc, je serai accompagné de Stéphane. Je t'invite bien sûr déjà à partager au maximum cette vidéo parce que cette vidéo se veut d'atteindre en fait toute personne qui a le pouvoir de décision dans une circonscription administrative, une mairie ou bien même un État. Okay? Et donc, voilà pourquoi chacun ici présent qui regardera cette vidéo devrait, là, je vous demande personnellement de la partager massivement, au moins dans vos groupes WhatsApp, Telegram et Facebook, pour que ceci puisse toucher les personnes qui prennent des décisions. Donc, allons-y, les amis, likez la vidéo, partagez, parce que ça va faire feu. Donc, j'accueille ici Stéphane et on va bien sûr encore une fois échanger ensemble. Alors, bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien. Bonjour, docteur Idriss. C'est un plaisir pour moi de te rejoindre une fois de plus aujourd'hui. J'ai dit bonjour, bon après-midi ou bonsoir à ceux qui nous écoutent, dépendant le lieu où ils se trouvent de par le monde. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être parmi vous et de partager ce que le bon Dieu a pu me permettre de comprendre et de connaître aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un plaisir pour moi, plaisir renouvelé, plaisir toujours partagé de pouvoir être avec toi pour la suite de notre podcast. Et on va essayer d'échanger de fond en comble sur une thématique qui, pour ma part, est extrêmement importante parce que, faut le voir, il faut être clair là-dessus, cette thématique est là pour donner des idées d'implémentation, ok, des idées de projet ou alors des plans d'action. Peut-être, je ne pense pas qu'on va aller au plan d'action, mais on va parler beaucoup plus de projets qui sont implémentables dans le cadre de l'Afrique, ok, et qui pourront éventuellement contribuer à l'économie, au secteur de la santé et bien sûr à l'environnement, à l'écologie et bien d'autres éventuellement, on verra bien, et peut-être dans le sens gouvernemental. Donc, pour ma part, c'est une vidéo assez importante parce que ça vient ici parler du concret, du pratico-pratique, des choses qui sont faisables et que peut-être on ne fait pas d'ailleurs et qui en réalité sont peut-être même à la limite faciles à implémenter. Peut-être c'est juste une question de volonté politique, comme on l'a dit dans une de nos vidéos, on verra bien. Donc, je vais te laisser le soin peut-être de nous dire un peu plus déjà, parce qu'il faudrait qu'on plante le décor et je voudrais que on essaye de baliser cela en essayant de dire quoi? En essayant de donner déjà c'est quoi un projet blockchain? C'est quoi un projet lié à la blockchain? Je voudrais qu'on plante quand même ce décor tranquille, pépère, et qu'on avance doucement afin d'entrer dans des idées concrètes. Donc, je t'écoute. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on parle de Web3, beaucoup de personnes vont dire Web3 ou blockchain. Aujourd'hui, Internet a évolué. Ça fait un peu plus de 10 ans que, par exemple, le Bitcoin a été publié. Mais sauf que le Bitcoin, peut-être, il a fait son temps. Le Bitcoin, aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent.
mais l'élément technologique qui permet au Bitcoin d'exister, qui en réalité est en train de créer une révolution aujourd'hui, c'est la blockchain. Et la blockchain, pourquoi on l'a dit dans l'une de nos vidéos? Parce qu'elle apportait un certain nombre de caractéristiques, notamment la décentralisation, notamment la transparence, notamment la sécurité. Et donc, aujourd'hui, il y a de nombreuses nations, en l'occurrence, que ce soit les États-Unis, la Chine, le Japon et bien d'autres, le Nigeria en Afrique, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et bien d'autres États en Europe de manière globale qui aujourd'hui sont en train de développer activement de nombreux projets pour prendre avantage de cette technologie parce qu'elles ont compris que le nouveau reclassement mondial au niveau des puissances économiques va se jouer à ce niveau principalement, c'est-à-dire la technologie. Et quand on parle de technologie, on parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle. Alors, les projets blockchain, peut-être pour répondre à la question de manière spécifique, c'est tous projets qui sont en train d'être développés ou qui sont encore en étude en ce moment, qui sont liés à cette technologie-là et qui vont permettre à ces différents États, ces économies ou ces entreprises, non seulement de pouvoir s'adapter par rapport au changement, mais aussi de pouvoir les implémenter cela de manière concrète dans leurs activités, pas toujours parce qu'elles ont le choix, mais surtout parce que ces organismes-là ont compris que non seulement il faut s'adapter au changement, mais aussi et surtout que si on ne s'adapte pas par rapport au changement, on ne sera plus compétitif, aussi bien qu'on soit dans le domaine privé, qu'on soit dans le domaine public et même au niveau gouvernemental, pour rester compétitif, pour garder sa position au niveau que ce soit économique ou que ce soit militaire et bien d'autres, il faut toujours se rassurer qu'on est à la pointe de la technologie. Donc voilà pourquoi il est essentiel de comprendre. Mais quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, il faut savoir qu'on doit arrêter de manière concrète à chercher tout simplement à copier. Donc, le but de mon intervention ici n'est pas forcément de venir dire ce qui se fait aux États-Unis et penser que ce qui se fait aux États-Unis va être copié et collé en Afrique parce que ça ne va tout simplement pas marcher. Pour la simple raison que à chaque fois qu'on apporte une solution, que ce soit sur le plan technologique ou à travers un produit, c'est pour répondre à un besoin. Et je crois qu'on l'a dit dans l'une de nos dernières vidéos, à savoir que l'essentiel, c'est de comprendre comment est-ce que la blockchain peut aider l'Afrique compte tenu de ses réalités sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan politique et surtout sur le plan naturel à travers sa richesse naturelle. Comment est-ce que la blockchain peut l'aider, pas à booster l'économie parce que ça ce sont les gros thèmes, à améliorer de manière concrète le niveau de vie de chaque individu. Tout à fait, tout à fait. Donc, naturellement, si on en parle, c'est parce qu'on voudrait voir dans quel sens est-ce que toute cette technologie qui a le vent en poupe pourrait éventuellement contribuer à nos vies quotidiennes, tout simplement, OK? Parce que moi, je me résume toujours à l'échelle micro, l'échelle d'un ménage, d'un personnage comme moi, comme toi, comme monsieur, madame, tout le monde. Comment est-ce que ces projets-là pourraient éventuellement contribuer à nos vies respectives? Ça, c'est très important, à mon avis. Maintenant, il est question de pouvoir, bien sûr, mettre en place des choses, des actions, passer à l'action, pas juste faire du blablatage. Et justement, faire déjà ces podcasts, c'est déjà une façon de pouvoir s'aimer des graines dans les esprits, OK, afin de pouvoir, bien sûr, pousser les gens à éventuellement développer leur curiosité et éventuellement aller plus loin et mettre en place plus tard des projets. Donc, tout passe par là. Donc, voilà. Et donc, du coup, déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on pourrait catégoriser en fait les projets de manière globale? Parce que je voudrais qu'on soit un peu plus, on va dire, structuré dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait éventuellement, on va dire, sortir une sorte de classification, ou alors est-ce qu'on pourrait éventuellement échelonner cela en fonction de la grandeur du projet ou alors en fonction de la nature du projet? Donc, voilà, je te laisse le soin peut-être de nous expliquer cela. Il y a une chose importante à comprendre, c'est très important et c'est primordial de structurer nos idées déjà pour la compréhension. Mais il y a une chose fondamentale à comprendre, c'est que si on parle de l'Afrique, puisque c'est le cas en ce moment, moi je crois qu'on pourrait segmenter tout ceci en deux niveaux. Au premier niveau, à l'échelle continentale, quand je parle de l'échelle continentale, je parle de l'Afrique.
de manière globale, il faut comprendre qu'il y a des fondamentaux. Quand je parle de fondamentaux, par exemple, de quoi est-ce que je parle de manière concrète? C'est de savoir que pour bénéficier de cette technologie à l'échelle continentale, il faudrait par exemple qu'il y ait la mise en place d'un centre de recherche africain, blockchain, et ce centre de recherche-là serait constitué des experts sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan naturel qui, avec leurs expertises, vont pouvoir proposer un certain nombre de projets qui sont adaptés aux besoins des communautés africaines. Alors, quand je parle de projet, pour être un peu plus concret, par exemple, premier projet qui me vient à l'esprit par rapport aux difficultés que nous avons aujourd'hui, serait une monnaie numérique africaine. Je connais un leader, je crois Mohamed Kadhafi, qui avait justement toujours porté ce projet-là de créer une Afrique unie, de créer une monnaie unique, parce qu'il avait compris en réalité que ce serait l'un des meilleurs moyens de fédérer réellement ce qu'on appelle l'intégration sur le plan économique, mais surtout de consolider les forces africaines. Aujourd'hui, quand vous prenez un marché tout simplement comme le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que le Nigeria aujourd'hui est convoité par les plus grandes puissances comme les États-Unis, comme la Chine. Et quand je le dis de manière concrète, c'est de savoir que vous trouverez les entreprises représentatives des plus grosses boîtes mondiales, vous les trouverez au Nigeria. Pourquoi? Par la force et la puissance de la taille de son marché. Et donc, quand vous avez un marché tel que celui-là et beaucoup d'autres pays, toute l'Afrique combinée ferait un marché hyper puissant. Et de savoir que si on pouvait avoir un instrument d'échange qui nous permettrait de pouvoir commercer, je veux dire faire du commerce entre nous de manière un peu plus facile, ce serait un pas en avant. Et alors aujourd'hui, avoir une monnaie numérique africaine, parce que je sais que beaucoup d'États ont résisté face à ces propositions, parce que la monnaie est un instrument de souveraineté et beaucoup, peut-être, je vais appeler ça égo-politique, excusez-moi, je ne trouve pas un autre terme pour qualifier cela, mais beaucoup avaient des réticences parce que c'est chaque nation qui veut avoir sa toute-puissance, sa souveraineté, le contrôle sur sa monnaie et bien d'autres choses, même comme on sait que dans certaines régions, on n'a pas le contrôle sur la monnaie. Bref, je veux tout simplement laisser savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes un entrepreneur et que vous traitez, par exemple, avec le Nigeria ou que vous traitez avec le Tchad ou que vous traitez avec les pays du Maghreb, vous vous rendez compte des difficultés, par exemple, qu'il y aurait au niveau de la transaction financière, du paiement. Ça demande du temps, ça coûte également énormément d'argent et au niveau de la transparence, ce n'est pas toujours cela. Donc, si on avait aujourd'hui un premier projet qui utiliserait la blockchain, qui serait une monnaie numérique africaine, ce n'est pas très difficile à mettre en place. Ça pourrait être utilisé. Peut-être, on pourrait tout simplement dire que ce soit un instrument qui est utilisé au niveau du commerce, entre les entrepreneurs. Aujourd'hui, quand on parle de Web3, on oublie que le Web3 est né dans une tendance de croissance exponentielle de tout ce qui concerne le business en ligne, de tout ce qui concerne l'e-commerce. Mais comment amener le e-commerce à une puissance comme celle qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, comme celle qu'on voit en Chine, comme celle qu'on voit en Europe? Il faut savoir qu'il y a des jeunes qui aujourd'hui ont fait de leur activité principale le e-commerce et en vivent très décemment. Pourquoi les Africains n'en peuvent pas? Ce n'est pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de produits, ce n'est pas tout simplement parce qu'il n'y a pas peut-être l'inclusion au niveau des déplacements, mais c'est aussi et surtout en ce qui concerne l'instrument de paiement. Pour être plus concret aujourd'hui, si je me mets à vendre des livres, par exemple, je vends mon livre sur Internet, mais quand quelqu'un qui est au Nigeria veut acheter le livre, la première question qu'il te demandera, c'est combien ça va coûter en naira ou combien ça va coûter en dollars. Ça fait déjà qu'il y a une barrière en ce qui concerne la monnaie. Et ça, c'est la première barrière parce que la seconde barrière serait, par exemple, un livre qui coûte 15 000 francs. Quelqu'un qui va acheter ce livre dans un autre pays trouve que c'est difficile qu'il puisse envoyer l'argent, payer des frais exorbitants juste pour avoir un livre. Donc, vous voyez que s'il avait un moyen facile qui lui permettrait avec son téléphone portable d'être en Afrique du Sud, au Nigeria, d'être au Mozambique, en Ouganda, au Kenya, en Éthiopie, n'importe où, d'acheter des produits au Cameroun, et ou même si ce sont des produits virtuels, ce serait déjà un plus fulgurant qui pourrait contribuer véritablement au développement de l'économie régionale. Maintenant, quand j'ai
parler de ces deux Mais éléments-là. laisse-moi te couper un peu dans ce point-là, s'il te plaît. Oui, Alors, le projet de mise en place d'une monnaie numérique régionale, c'est un bon point, très bon point. Mais il y a un enjeu très important qu'il faut soulever. OK? L'enjeu qu'il faut soulever là-dessus, c'est en réalité cette capacité de coopérer des États. Est-ce que les pays africains coopèrent véritablement entre eux? C'est une question pertinente parce que déjà, je prends le cas de la CEMAC. La CEMAC a beaucoup de difficultés en ce qui concerne même déjà la libre circulation des biens et des personnes en sous-région. Il faut le dire. Pour pouvoir combattre et atteindre l'étape d'avoir un passeport CEMAC, c'était une bataille sans nom, sans précédent. Je me demande bien si à l'échelle monétaire, ça va être purement facile. C'est la raison pour laquelle, à mon introduction, j'ai dit on devrait d'abord faire table rase sur notre ego politique. OK? On devrait se rendre compte de nos réalités et chacun doit mettre sur la table ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, quand tu prends un groupe, tu es un docteur en économie, je ne t'apprends rien dans ce sens. Quand tu prends un groupe comme le G20, quand tu prends un groupe comme le G7, on connaît qui sont les puissants. On connaît, chacun connaît ses forces, chacun connaît ses faiblesses, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'asseoir pour que chacun puisse apporter ce qu'il a et que dans l'ensemble, on puisse en bénéficier. Mais je vais vous dire une chose aussi, docteur, qui est essentielle. Je n'aime pas souvent parler politique, mais parfois, pour répondre à certaines questions, on est obligé de révéler certaines choses, de savoir que s'il y a cette réticence-là entre les États, c'est aussi ce que j'appellerais un certain complot politique qui est pour moi occidental. C'est-à-dire que diviser, tu connais le fameux adage diviser pour mieux régner. Et ça, Mohamed Kadhafi l'avait vu, il avait voulu réunir et on a vu ce que ça a donné. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais nous, on est ici pour apporter les solutions. On est ici pour dire ce qui peut marcher. Maintenant, si les gens ne veulent pas se mettre, les décideurs ne veulent pas se mettre ensemble pour participer à ce changement, ça, c'est autre chose. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, créer une monnaie africaine serait un avantage économique puissant pour la croissance du continent. Oui, tu disais tantôt que on devrait on devrait éliminer notre ego, on devrait éliminer nos petits démons afin de pouvoir avancer, nos petites différences, nos petits différentiels pour pouvoir avancer ensemble, les mains dans les mains, afin de pouvoir établir bien sûr quelque chose de concret qui va contribuer à ce que, au moins, qu'il y ait cette libre échange entre les commerçants. Tu as évoqué le cas du e-commerce qui a également une sorte d'effervescence en Afrique et qui bénéficierait massivement de ce type de service-là. D'ailleurs, je crois que jusqu'ici, malgré le fait que ça ait une sorte d'effervescence, une difficulté notoire qu'il faut marquer. Et si on prend quelqu'un qui fait dans le e-commerce, on l'interview, il va clairement nous dire que le gros problème, c'est les moyens de paiement. Parce qu'en fait, en réalité, ces entreprises-là de e-commerce ont ce manque à gagner là qu'ils ne peuvent pas réaliser dans la mesure où ils ne peuvent pas satisfaire les clients qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire une personne en France, une personne au Canada, je ne sais pas, n'importe où dans le monde voudrait avoir accès au produit. Pas possible parce qu'il n'y a pas de moyen de paiement aisé. C'est terrible, c'est triste. Donc, absolument. Ça crée naturellement par ricochet un manque à gagner en termes de PIB, il faut le dire. Donc, ça, on le voit les choses juste à l'échelle micro, mais quand on prend maintenant une masse industrielle d'entreprises, il est clair qu'il y a un gros manque à gagner. Donc, je laisse le soin de c'est extrêmement difficile. Regardez un peu en Inde. Regardez, hier, récemment, nous parlions du Pakistan, nous parlions de l'Inde. Quand on parle de e-commerce, ce n'est pas seulement la vente des produits physiques. C'est aussi des personnes comme vous, comme toi, qui ont des compétences et qui peuvent décider, par exemple, d'avoir des académies virtuelles, de pouvoir faire des cours en ligne, de pouvoir vendre des services en ligne, de pouvoir vendre des compétences en ligne, de pouvoir travailler pour des organisations en ligne. Mais lorsque vous voulez créer ce genre de projet,
vous êtes toujours de manière fatale buté à un problème fondamental et principal qui est le moyen de paiement. Maintenant, après, on va me dire, il y a PayPal, il y a des cartes. Il va savoir, lorsque tu veux utiliser ta carte en ligne avec les banques qui sont en Afrique, la plupart du temps, il y a des restrictions. Et combien de personnes sont bancarisées? Peut-être on reviendra. Mais c'est de savoir que véritablement, si on veut fédérer le commerce africain, on devrait créer cet instrument-là qui va venir être un véritable levier qui va accélérer la croissance et qui va bénéficier aux populations. Ça, c'est clair. Non, c'est clair, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc, pour ma part, c'est clair que tout ceci va être conditionné par la levée de cette objection, qui est une objection très forte, faut le dire. Donc, voilà. Et parlons du deuxième projet. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Absolument. Bon, c'est un autre aspect parce que nous avons vu l'aspect macro, comme tu aimes bien le dire. Si on vient à l'aspect sous-régional ou national, quels sont les projets blockchain que les États pourraient déployer, pourraient développer, qui cadrent à leurs besoins? On le disait dans notre dernière vidéo, de savoir que l'Afrique ou le Cameroun, la Côte d'Ivoire ne pourraient pas forcément copier le projet blockchain qui a été déployé en France pour l'appliquer chez lui. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas toujours marcher parce que nous n'avons pas les mêmes besoins et nous n'avons pas les mêmes forces et faiblesses. Quand vous faites une analyse empirique des forces en ce qui concerne l'Afrique ou en ce qui concerne nos différents États, on en vient tout simplement à une chose qui constitue la force majeure de presque tous les pays de notre continent, c'est les ressources naturelles. Mais avant d'arriver là, quels sont les besoins, quels sont les problèmes que nous rencontrons? De plus en plus, on voit les coups d'État. Et si on a les coups d'État, c'est parce qu'il y a des problèmes de gouvernance, c'est parce qu'il y a des problèmes de transparence. Donc, voici quelques niveaux sur lesquels on pourrait implémenter un certain nombre de projets. Premièrement, tout commence par l'éducation. Et aujourd'hui, l'éducation africaine ne lui permet pas toujours de pouvoir bénéficier des opportunités comme celle-ci. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, on en voit tous les jours, ont besoin de développeurs blockchain. Et quand tu regardes dans l'offre d'emploi, il y a une mention qui est toujours en anglais remotely, c'est-à-dire n'importe où vous trouvez de par le monde, vous pouvez travailler à domicile. Mais est-ce que quelqu'un qui se trouve à Abidjan ou quelqu'un qui se trouve à Douala ou à Yaoundé peut en bénéficier facilement? Dans la plupart des cas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas toujours la technicité nécessaire. Donc, premièrement, il faut commencer par déployer des projets qui vont aller dans le sens d'ajuster cette technologie-là dans nos différents programmes. Il faudrait qu'on ajuste nos différents programmes pour permettre que lorsque les entreprises auraient besoin de main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir implémenter cette technologie-là, qu'on puisse trouver des hommes qui aient ces connaissances-là et qu'on n'aille pas toujours à l'extérieur les chercher et payer 10 fois plus cher qu'on aurait payé localement. Donc, premier élément, ce sont des projets éducatifs qui vont aller dans le sens de pouvoir intégrer dans nos différentes universités des programmes qui sont liés à l'exploitation, au développement, à la sécurisation de la blockchain. La blockchain, on va peut-être faire une vidéo là-dessus, offre des dizaines et des dizaines de nouveaux emplois. OK? Maintenant, lorsqu'on parle aussi dans le cadre éducatif aujourd'hui, on a un gros problème, docteur, c'est de savoir qu'il y a ce gros souci de diplômes, les faux diplômes, comment authentifier les diplômes. Et je n'en parle pas. Lorsque vous êtes à l'extérieur, par exemple, et que vous voulez faire un certain nombre de démarches, peut-être pour renouveler le visa ou avoir le visa, il faut renvoyer parfois le diplôme au pays, payer des DHL. Il faut que la personne aille encore au ministère de l'enseignement ou au ministère des Relations extérieures pour apposer que le diplôme voilà, que le diplôme est authentique. Il faut encore que vous renvoyez ces documents. Donc, ça fait des frais énormes, ça fait des formalités et ça perd du temps. Aujourd'hui, la blockchain peut permettre de créer une plateforme gouvernementale qui va permettre non seulement que vous ayez un jumeau en termes de votre diplôme qui serait la version digitale de votre diplôme, c'est-à-dire que, parce que je sais qu'en Afrique, on aime le papier, mais qu'au-delà d'avoir le diplôme papier, que vous ayez son jumeau numérique qui est sauvegardé sur la blockchain. Et maintenant,
n'importe où vous trouvez de par le monde. S'il y a une organisation, qu'elle soit américaine, qu'elle soit anglaise, qu'elle soit française ou n'importe où, si elle veut vérifier à l'aide d'un scan sur le code UR qui la conduira à la blockchain, qui la conduira à la blockchain des détails, et elle pourra vérifier que votre diplôme est authentique. Je sais maintenant que certaines personnes vont me dire que ça fera un manque à gagner parce que le fait d'aller authentifier son diplôme, on paye des timbres avant que ce soit signé et autres, mais c'est facile. Tout simplement, sur cette blockchain-là, puisque la blockchain marche avec des crypto-monnaies, on pourra implémenter un système qui permettrait, par exemple, qu'on puisse payer cette même somme qui correspondrait au timbre qu'on puisse payer avant d'avoir peut-être l'authentification ou d'avoir l'authentification, ce serait facile. Mais toujours est-il que tout le monde... Problème n'est pas là. Le problème n'est pas forcément payer les timbres. Payer les timbres, pour moi, c'est pas ça qui va rentabiliser quoi que ce soit. C'est la création de la valeur. Payer les timbres, c'est des histoires dormies debout, à mon avis. Hein. Je te dis, parce que j'ai eu cette conversation avec certains dirigeants une fois. Non, c'est mal, c'est bête. C'est des dirigeants qui n'ont pas la conscience que ce n'est pas les timbres qui créent la production. Ce n'est pas les timbres qui vont créer le PIB. Il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas perdre du temps. Absolument. Et pour moi, il faut mettre en place des structures qui vont employer. Et c'est le plus important. Payer les timbres, ça, c'est des agios, on va appeler ça comme ça. C'est un peu comme des petits frais de commission à gauche, à droite, qui, en principe, ne devraient même plus exister dans la mesure où on a une blockchain. Absolument. Dans la mesure où on a une blockchain, il y a un système d'authentification. Le timbre est ici pour, en quelque sorte, marteler une authentification, quelque part. Absolument. Absolument, voilà. C'est le cas. Parce que lorsque vous voulez authentifier, il y a 2 ans, je voulais authentifier l'un de mes diplômes. J'ai fait un établissement privé. Il m'a fallu rentrer, voyager pratiquement pour aller dans l'établissement public qui parrainait mon établissement privé. Après, il fallait aller au ministère. Après, il fallait aller au moins dans 2 ministères différents. Alors, seulement pour pouvoir authentifier au niveau de l'université publique, ça prend des jours. Aller rentrer encore au ministère, ça prend encore des jours. Donc, vous vous trouvez dans une transaction qui, à l'aide de la blockchain, aurait fait moins d'1 minute, ou pour ne pas exagérer, moins de 3 minutes, vous vous trouvez en train de faire plus d'1 semaine, si ce n'est même parfois 1 an. Parce que quand vous voulez authentifier dans certaines universités ici au pays, je ne vais pas citer les noms, parfois votre document peut faire plus de 3 semaines, vous ne recevrez pas l'authentification, peut-être parce que le doyen n'est pas là ou X ou Y n'est pas là. On ne va pas entrer dans ces... Imaginons un seul instant qu'on est, disons, 1 million de personnes qui veulent authentifier. Au lieu de peut-être prendre 3 minutes, ils se retrouvent en train de prendre 1 semaine, voire parfois 2. Vous voyez qu'il y a 2 semaines qu'on a dépensé juste pour l'authentification, alors que c'est quelque chose qui aurait pu être fait sur place sans toutefois se déplacer de son canapé. Donc, vous voyez qu'avec ça, il y a un gros manque à gagner en termes de production. Parce que ce temps-là, moi j'évalue toujours, la production se définit en fait sur 2 paramètres très importants. Le capital physique, on va dire ça comme ça, et le capital humain. Et bon, il y a ce paramètre aussi qui est un peu plus volatile, qui est l'innovation. OK? Maintenant, le capital humain va se matérialiser par les ressources en termes de temps consacré au travail. Le temps que vont consacrer les personnes comme toi, comme moi, qui ont des compétences à travailler. Si ces personnes-là sont occupées à faire des thèmes, à aller faire signer des dossiers, alors qu'ils devraient être concentrés à travailler, bien entendu, c'est un manque à gagner. Il faut le dire. Un manque à gagner exponentiel. Il faut être clair là-dessus. Absolument. Et pour aller un peu plus loin, restant toujours dans le cadre des projets qui peuvent aider l'administration, aujourd'hui, je ne vais pas donner le chiffre parce qu'honnêtement, je ne l'ai pas, mais j'ai eu vent de ce que nos États dépensent des milliards chaque année en ce qui concerne, par exemple, des formats. OK? Par contre, pourquoi est-ce qu'ils utilisent tous ces papiers? Généralement, c'est parce qu'on voudrait les documents authentifiés. C'est pour ça qu'il y a des ministères, il y a certains organismes qui doivent les produire. Aujourd'hui, la blockchain peut vous permettre d'authentifier des documents digitaux. Pour être concret, prenons les cartes d'identité. Aujourd'hui, tu trouves des gens qui ont des cartes d'identité, par exemple, des récépissés de cartes d'identité, c'est-à-dire des sortes de reçus. Ils sont allés pour produire des cartes. On les donne un reçu en attendant que la carte ne soit produite.
qui attendent pendant 2 ans, qui attendent pendant 3 ans pour avoir ce petit sésame-là. Pourquoi attendre autant si lorsque tu vas créer, par exemple, ta carte d'identité, on peut déjà te donner une carte d'identité numérique? Si tu peux déjà avoir le jumeau de ta carte physique qui sortira même dans 10 ans, ça peu importe. Mais si tu as déjà un jumeau numérique, qui est la version digitale de cette carte-là, tu peux déjà l'utiliser. Et tu peux l'utiliser n'importe où. Et pour vérifier l'authenticité, il peut tout simplement avoir un code QR là qui permet justement de pouvoir vérifier que ça a été bien produit par une blockchain qui est la blockchain du gouvernement. Par exemple, ici au Cameroun, on va parler de la blockchain de la sécurité nationale parce que ce sont eux qui produisent ces documents. OK? Mais sauf que aujourd'hui, au lieu d'avoir un récépissé qui va durer 3 ans, déjà pour le faire, tu perds pratiquement 1 ou 2 jours, mais encore que pour aller le renouveler, tu vas encore perdre des jours, tu vas encore perdre des heures. Certes, c'est du manque à gagner. Maintenant, au niveau des documents administratifs que nous produisons aujourd'hui à tout va, si on pouvait les produire de manière digitale, je te rassure que ça permettrait de faire des économies énormes parce que tous ces grands organismes publics-là ont des budgets faramineux en ce qui concerne seulement des formats. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Aujourd'hui, lorsque tu perds ta carte d'identité, mais quelque chose encore de plus dangereux, lorsque tu perds ton acte de naissance. C'est vrai que certaines améliorations ont été faites à ce niveau, mais si les gens avaient des jumeaux numériques de leur acte de naissance, quand il y a des problèmes, par exemple, de guerre, quand il y a des problèmes où les gens se déplacent brusquement, où tu as des incendies, où tu as ci et ça, on ne prévoit pas des sinistres et que des gens se trouvent sans acte de naissance. Parfois, tu as des enfants. Ta maison brûle, simplement. Voilà. Tu as des enfants qui veulent aller à l'école et qui n'ont pas d'acte, ou regarde dans des pays où il y a des guerres. Quand je parle, ce n'est pas seulement du Cameroun, c'est pratiquement de toute l'Afrique. Tu as des pays où on a des déplacés de guerre qui arrivent, on ne peut pas les identifier, on ne peut pas définir clairement quel est leur âge et parfois avec le traumatisme des parents, ils n'arrivent même plus réellement à te donner la date de naissance réelle de l'enfant. Et ça fait en sorte que l'identité de l'enfant, son acte réel, sa date réelle et tout ça est déjà biaisé. Or qu'aujourd'hui, si on avait la possibilité d'avoir des jumeaux numériques de toutes ces pièces-là, ce serait simple. On serait tout simplement allé, je vais dire, imprimer tout simplement. Ça veut dire que si on perd la version papier qu'on a, on peut réimprimer tout simplement et avoir encore son acte. Et quand on dit cela ainsi, ça allait d'être facile, ça allait d'être simple. Mais, docteur, tu ne peux pas imaginer le nombre de dégâts parfois ou le nombre de manques à gagner que tu peux avoir, par exemple, lorsque tu veux faire un concours ou tu veux, je ne sais pas, faire un recrutement et qu'on te demande que tu aies ces pièces d'identité. Peut-être c'est où tu te rends compte que tu as perdu ton acte parce que lorsque tu avais déménagé, tu ne t'es pas rendu compte, mais tu l'as perdu ou l'incendie l'a eu. Il faut rentrer ici et là, il faut avoir certaines copies. Parfois, tu te trouves dans un délai, bien que l'administration aujourd'hui te permet d'avoir des duplicata ou tout ce qu'ils ont prévu, mais la lenteur administrative fait en sorte que parfois, tu ne te permets pas dans le délai qui est imparti, peut-être pour faire le concours, pour soumissionner à cet emploi-là, que tu puisses avoir la pièce nécessaire. Quelque chose qui aurait été aussi facile qu'un clic ou que moins d'1 minute pour l'avoir, tu te trouves en train de manquer peut-être l'opportunité de ta vie parce qu'on n'a pas voulu sur le plan politique d'implémenter des technologies qui peuvent permettre d'innover et de s'adapter. Donc, voilà quelques éléments sur le plan gouvernemental. Mais parlons encore du problème que beaucoup ne vont pas vouloir entendre. C'est qu'aujourd'hui, en Afrique, on parle de plus en plus de corruption. On parle du manque de transparence. On parle du vol des élections. C'est vrai que certains qui veulent toujours nous encenser sur le plan politique diraient, oh, même aux États-Unis, il y a des discussions dans le cadre des élections. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'avec la blockchain, on peut créer, et quand je parle, ce ne sont pas des plateformes dont on a besoin des génies pour créer, ce sont des choses simples. Avec la blockchain, vous pouvez créer des systèmes de vote qui vont permettre à ce que, à la fin des élections, on n'ait pas besoin de monter de midi à 14 heures pour chercher qui a gagné. C'est instantané. Et déjà, même qu'après chaque vote, les statistiques sont ajustées de manière à temps, afin que peu importe celui qui vote, tout le monde voit qui est en train de gagner, où est-ce qu'il est en train de gagner, le nombre de voix qu'il a, c'est transparent. Je sais que beaucoup vont venir vouloir m'expliquer comme dans certains pays, on n'a même pas les actes, on n'a pas les pièces d'identité, on n'est pas enregistré, on n'a même pas Internet. Moi, je ne suis plus à cette étape.
on propose ce qui peut être adapté, on propose ce qui peut marcher. Il est clair que si on veut résoudre ces problèmes du fait que les gens n'aient pas des cartes, du fait que les gens ne soient pas adaptés au digital, du fait qu'il y ait des zones où il n'y a pas la connexion Internet, ce sont des fondamentaux qu'il faut pour implémenter la blockchain et on peut apporter des solutions. Ben maintenant, nous présentons en réalité les solutions qui peuvent permettre de résoudre les problèmes que nous avons. Donc, si vous êtes un dirigeant aujourd'hui ou que si vous appartenez à une classe dirigeante aujourd'hui et que vous nous regardez, que vous voulez adapter des politiques ou des systèmes qui sont dits transparents, sachez que la blockchain peut permettre d'avoir un vote qui est sécurisé et transparent. Allons encore un peu plus loin. Mais restons d'abord sur cet aspect-là, oui, qui, pour ma part, peut être assez important. Alors, moi, je dirais simplement que parfois, les gens veulent viser parfois trop gros même. Okay? Les gens veulent viser parfois trop gros. Non, on doit mettre ça à l'échelle présidentielle, blablabla. Ah, ça va demander la volonté politique, ça va demander que le gouvernement accepte, blablabla. C'est des choses qu'on peut déjà, pour commencer, implémenter même à l'échelle petite communauté. De l'université. Les votes se font à l'université. On vote généralement le président dans chaque club et autres. Oui. Voilà, des petits comme villages, le cas en Inde. Des petits villages, des petites réunions. Pour commencer, quand ça prend déjà de l'ampleur, c'est sûr qu'il y a des dirigeants qui participent aux réunions familiales, réunions entre amis et toutes ces choses-là. C'est des choses que quand ils vont voir que ça marche, déjà à ce niveau, ils vont pouvoir aussi porter ça ailleurs. Parce que parfois, on cherche trop loin. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que un gouvernement, ou alors, pour faire un quartier, il faut des petites maisons. Il faut des maisons. Okay? Un quartier n'est rien d'autre qu'un ensemble de maisons. Une ville n'est qu'un ensemble de quartiers. Une province n'est qu'un ensemble de villes. OK? Donc, et on va de crescendo comme ça, là, on va atteindre le pays. Ça veut dire que c'est idéal de le faire aussi à l'échelle ménage, à l'échelle micro. Ça peut faire du bottom to top. Absolument. Voilà. Donc, du coup, pour moi, toujours, quand on parle des choses comme ça, je ne voudrais pas que les gens prennent des choses que il faut qu'on signe un accord de loi de montée, descendre pour faire ceci. Non, pas besoin. Les mentalités commencent à l'échelle micro. That's it. OK? Donc, je te laisse le soin de continuer. Ça participe. C'est très bien que tu l'aies dit. C'est très bien que tu l'aies dit, docteur, parce que justement, le deuxième point que je voulais développer, toujours dans le cadre gouvernemental au niveau de la politique, pour être plus précis, justement, ça allait dans le cadre des arrondissements. Par exemple, dans les pays comme les nôtres, on a des arrondissements. C'est vrai, on va dire un arrondissement est fait de plusieurs quartiers, mais c'est l'une des formes administratives la plus restreinte. OK? Quand on parle des différentes mairies ici, aujourd'hui, il y a un gros problème, en fait, un gros débat au Cameroun, c'est le débat de la décentralisation, par exemple. Et ça fait de nombreuses années, après de nombreuses commissions, des discussions, il y a toujours des insatisfaits qui estiment qu'il n'y a pas une sorte de décentralisation. Mais aujourd'hui, la blockchain, c'est un outil qui pouvait être au cœur de ce débat. À savoir que les mairies, par exemple, pouvaient être organisées. Je crois que nous avons discuté de cela une fois autour d'un DAO, autour d'un organisme autonome décentralisé. Exactement. C'est-à-dire que la mairie, désormais, va intégrer les populations dans son processus de décision à un certain niveau. Les populations ont un certain droit de vote, les populations ont un certain droit de regard. La mairie va pouvoir rendre compte sur un certain nombre d'activités qu'elle fait. Pourquoi? Parce que c'est les populations de ces arrondissements-là qui participent au budget de ces organisations. C'est elles qui apportent de l'argent, donc la mairie devrait rendre compte. Et aujourd'hui, si on a des systèmes de blockchain, des plateformes qui sont des interfaces entre la mairie et les populations, qui impliquent la population un peu plus dans l'affaire politique, ne serait-ce que déjà au niveau des votes, OK? Au niveau des votes sur les projets. Aujourd'hui, lorsque tu as des ministres qui vont au Sénat ou à l'Assemblée nationale présenter leur budget, présenter leur projet, c'est l'Assemblée nationale qui vote parce que ce sont les députés, ce sont les sénateurs qui sont les représentatifs des populations. Mais on peut prendre cet aspect-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'échelle micro avec la blockchain, de permettre que, en ce qui concerne le développement local, qu'il soit participatif, parce que les populations, qui sont ceux qui apportent les ressources pour ces mairies-là et autres, votent sur les projets qui doivent être implémentés, afin qu'après, chaque année, le bilan ne soit pas seulement le bilan du maire, mais qu'il soit le bilan que tout le monde ait participé. Est-ce que ce sera toujours
quelque chose de positif. Peut-être parfois, le fait que les populations interviennent, ça va pousser peut-être à voter des projets qui ne sont pas prioritaires, mais tout au moins à la fin, les résultats seront des résultats partagés. Absolument. Et parfois, certains vont me dire que, parce qu'une objection peut venir dans le sens où on dit que non, on va demander aux gens de voter pour tout et n'importe quoi. Ça va prendre trop de temps. Ça va éventuellement rallonger les processus. Je dirais tout simplement que ça dépend du système que tu as mis en place. Parce que quand on dit droit de vote, ça peut aller, ça peut être, on va dire, on va dire, structuré de façon différente. On peut réellement mettre en place un système où tout élément qu'on doit choisir doit être voté. Et là, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps. Parce que tout le monde ne sera pas tout le temps sur Internet à dire que je vais voter, je vais voter. Ça, c'est sûr. Ça risque de prendre beaucoup plus de temps. On peut parfois avoir des éléments dont la décision relève beaucoup plus d'un aspect technique. Et donc, du coup, pas besoin de faire intervenir les populations ou les membres du groupe pour pouvoir faire voter cela. Donc, tout dépendra du système que tu décideras de mettre en place. C'est aussi simple que ça. Généralement, les votes. C'est vrai qu'on va me dire que oui, ce sont les hommes qui vont toujours mettre ça en place. Donc, forcément, ils peuvent toujours créer des brèches dans des lois, blablabla, pour pouvoir se permettre de faire des choses que on pense bien et qui ne vont pas être toujours révélées. Donc, moi, je dis simplement que tout ça dépend, encore une fois, de la volonté politique d'atteindre un objectif. Politique, ici, ce n'est pas seulement la politique. Hein. Politique, c'est dans le sens où tu voudrais prendre une décision qui va aider ta communauté. On avait parlé le cas des tontines, tu te rappelles. Donc, oui. C'est un peu dans cette même élan que j'essaie de parler. Restons toujours dans les choses les plus simplistes possibles. Parce qu'on ne va pas chercher à créer la Lune alors qu'on n'a même pas encore créé la Lune. C'est aussi simple que ça. Bref. On crée des choses qui sont adaptées aux besoins, on l'a dit au départ. Et justement, tu le disais ainsi, quand on parle de vote, en fait, quel est l'intérêt d'exposer les maires aux populations? Déjà, c'est de savoir qu'aujourd'hui, ceux qui élisent les maires, c'est qui? Ce sont les représentants des populations, ce sont les conseillers municipaux et bien d'autres. Alors, les conseillers municipaux, c'est une classe de combien de personnes? Ça veut dire que la corruption peut être faite facilement. Celui qui élit n'est pas toujours celui que la population a voulu élire. OK? Mais si aujourd'hui les maires sont conscients que la population a le droit de regard sur ce qu'ils font, je peux te rassurer qu'on va partir du fait que les gens luttent pour leurs propres intérêts pour au moins travailler un peu plus pour le bien-être local. Parce que sans le faire, ils ne pourront plus être élus, ils ne pourront plus continuer leur mandat. Donc, quand j'ai dit cela, revenons encore sur un problème qui est crucial. C'est le problème de corruption. C'est le problème que à la fin d'année, on fait les bilans, on dit tel organisme public avait 20 milliards et on ne sait pas où sont passés les 20 milliards de tel projet, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on peut décider de créer un token de gouvernance. On peut décider de créer un token qui est celui qui va être utilisé par tous les organismes publics. C'est-à-dire que ce n'est pas... Parce que si j'ai de l'argent, les gens m'ont dit que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que chaque ministère, par exemple, a un budget qu'il propose en fonction des projets qu'il veut déployer, qu'il a allé présenter et autres. Et quand on vote ce budget, il va être financé. Je ne vais pas entrer dans ces mécanismes-là parce que je ne les maîtrise pas, mais toujours est-il que l'État va approvisionner le compte du ministère pour leur donner l'argent. Supposons que le ministère a, par exemple, 20 milliards en début d'année. Après, ils vont contracter les marchés. Après, ils vont dépenser cet argent. Et le contrôle devient difficile après parce qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, comment ça s'est fait. Les gens ont créé des entreprises fictives. Je parle parce que j'ai fait ces choses-là à l'époque, les marchés publics. Les gens vont créer les entreprises fictives, 10, 20 entreprises fictives pour avoir des marchés à hauteur de dizaines et des centaines de millions. Et c'est difficile de tracer. Mais je peux te dire aujourd'hui que et je le dis encore, je m'adresse aux dirigeants ou ceux qui appartiennent à la classe dirigeante qui veulent créer vraiment des sociétés transparentes. Aujourd'hui, il est possible de créer un token de gouvernance. C'est-à-dire que ce qu'on va maintenant envoyer dans les comptes des gouvernements, ce sera une monnaie virtuelle, un token.
Chaque fois que tu vas vouloir contracter avec qui que ce soit, c'est ce token-là que tu vas envoyer pour qu'il y ait quoi? De la transparence. Mais une fois que tu as envoyé ce token, la personne peut utiliser, par exemple, un reçu qui va venir de la plateforme pour aller débloquer cet argent. Ça peut être toujours, parce que je sais que les gens aiment trop l'argent, ça peut être toujours au niveau du compte du ministère, hein, en question. Mais toujours est-il qu'aucune transaction ne se fait sans que le mouvement financier n'ait une trace qui soit faite à l'aide de ce token. Ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire qu'imaginons que je suis le ministère et que toi, tu es un organisme. Tu viens, par exemple, pour fournir au ministère un marché public de route qui va coûter 100, 200 millions, 1 milliard. OK? Les 1 milliard vont être virés, généralement, c'est progressif en fonction de l'évolution du marché, en fonction du planning du marché. La première transaction va coûter 200 millions de francs. Je ne vais pas te faire un virement de 200 millions de francs directement. Je vais te faire un virement de 200 millions correspondant au token de gouvernance qu'on a créé au niveau de l'État. Et quand je t'envoie ce token-là, la quantité de tokens maximale que j'ai au niveau de mon système correspond au budget qui m'a été alloué. Ça veut dire que si mon budget, c'était 7 milliards, j'ai également une valeur en token de 7 milliards. Mais toujours est-il qu'au niveau du gouvernement, l'instruction qui est donnée, c'est qu'il n'y a aucune transaction bancaire qui ne soit faite sans qu'il y ait une transaction qui soit faite sur la plateforme. Ça veut dire que si je veux te virer les 200 millions, je vais d'abord t'envoyer les 200 millions sous forme de token, ce qui laisse une trace indélébile, une trace qui est traçable, une trace que peu importe l'organisme d'audit ou de contrôle qui viendra plus tard, on saura qui a donné l'argent à qui et à quoi est-ce que ça va servir. Maintenant, tu peux utiliser le reçu relevant de ce token-là pour aller décaisser, peut-être au trésor ou peut-être au niveau de ma banque, les 200 millions en question. Mais toujours est-il que arrêtons de nous voiler les yeux et crier tous les jours dans les débats politiques qu'il y a la corruption sans vouloir faire face aux solutions qui peuvent permettre d'éradiquer cela véritablement. Aujourd'hui, la technologie donne ces possibilités-là. Oui, absolument, absolument. Donc, moi, je pense que tout ceci, quand je fais encore un tour transversal sur tout ce qu'on a essayé d'évoquer, encore une fois, tout dépend même aussi déjà de la volonté de chacun d'entre nous, hein, c'est-à-dire des personnes résidentes en Afrique, des personnes de la diaspora, déjà doivent s'y intéresser, ok, aux possibilités qu'offre en fait cette technologie-là. Et maintenant, voir qu'est-ce qui est faisable et qui va éventuellement déjà d'entrée de jeu améliorer nos vies quotidiennes. Ouais. Et partant sur des choses simples. Je prends toujours des exemples banals. Est-ce qu'avec ça, je peux mettre en place un système qui permet peut-être même de contrôler mes finances personnelles ou des finances personnelles d'une communauté, d'une tontine qu'on gère? C'est des choses vraiment basiques avec quelques fonctionnalités qu'on veut mettre en place et qui marchent, qui peuvent marcher proprement sans toutefois s'embrouiller et qui vont maintenant grandir parce que plus tu vas vouloir toucher un plus grand monde, plus la complexité va augmenter. C'est comme ça, c'est normal, se comprendre. C'est la technologie. Donc, la technologie a des bugs, la technologie on doit faire des tests et autres. Donc, ça, c'est la meilleure approche. Toujours commencer à l'échelle micro. J'ai même envie de dire à l'échelle nano, plus petite que micro. Et puis après, tester. Lorsque ça marche, on répand le même système à l'échelle micro. Lorsqu'on teste, ça marche, on répand à l'échelle macro. C'est ça. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait un autre projet que tu voulais évoquer, entre autres? L'élément, il y a deux éléments les plus importants. Je crois que tu as déjà embrayé sur un, tu as parlé des tontines. Aujourd'hui, lorsque tu rencontres n'importe quel entrepreneur aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas toujours le véritable problème, mais toujours est-il que la majorité te dira, mon problème, ce sont les ressources financières. Cependant, les banques ne trouvent pas intéressant d'allouer des ressources financières pour réaliser un certain nombre de projets
parce qu'il manque de données. Tu es un individu, tu n'as jamais eu de compte bancaire, tu arrives à la banque, c'est difficile de te faire confiance, et ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, des systèmes de finances décentralisés peuvent être mis en place, peut-être pour utiliser un même système qui a toujours existé dans nos sociétés traditionnelles. Tu as parlé de la tontine, des systèmes de tontine qui vont permettre, n'est-ce pas, parce que la tontine a permis à de nombreuses personnes de s'enrichir. Quand je dis s'enrichir, S'enrichir c'est que dans nos dans vies le quotidiennes, commerce, j'en absolument. connais plein de personnes Voilà. qui, je te parle, le biais de la tontine, ont pu développer leur entreprise de A à Z. Des véritables systèmes de développement participatif, ça existait déjà. C'est-à-dire que Exact. tu es dans ce groupe-là où les gens ont leur commerce et aujourd'hui, parce qu'ils appartiennent à une organisation où ils sont 100, où ils sont 1000, lorsqu'ils ont un peu plus de capital qui est fourni par ces personnes-là, ça leur permet de booster leur activité économique et ils peuvent rendre cela de manière sporadique en faisant des cotisations mensuelles ou des cotisations hebdomadaires. Mais on peut aller un peu plus loin en créant des systèmes de tontine qui sont liés à la blockchain. Mais cette fois-ci, puisque la tontine, on connaît déjà comment elle fonctionne, mais ces systèmes vont être répandus peut-être à une échelle un peu plus grande pour permettre que beaucoup de personnes puissent participer. Comment ça peut être fait? Ça peut être fait ne serait-ce parce qu'on va dire que, bon, après, pour éviter qu'il y ait des gens qui ne remboursent pas, on peut régulariser cela. C'est-à-dire que si, j'ai envie de dire, l'autorité publique se mêle à tout cela, que ce soit structuré, régularisé, ça va donner une sorte de contrainte et ça va être obligé ces personnes qui s'impliquent à être un peu plus sérieuses. On comprend ce que je veux dire? À être sérieuses dans le cas où on ne va pas peut-être prendre l'argent après, ne plus cotiser et bien d'autres. Mais quand l'autorité s'y mêle, ça rend les choses un peu plus sérieuses et plus concrètes. Mais je vais finir ceci par un élément plus puissant. Aujourd'hui, en Afrique, on souffre d'un problème grave. C'est que pour exploiter nos ressources naturelles, parce qu'on n'a pas toujours la technologie, on est obligé de faire des grands projets où on va appeler des entreprises étrangères, on va appeler des financiers étrangers qui vont venir parfois financer des projets d'exploitation de diamants ou d'or en donnant, j'ai vu quelqu'un a fait il y a quelques années des recherches et il a publié des résultats montrant qu'il y a des entreprises qui arrivent chez vous et ce qu'elles vous donnent correspond, ce qu'elles gagnent correspond à 100 fois plus ce qu'elles vous donnent. Vous voyez, je reste un peu discret parce que je ne vais pas utiliser certains noms d'entreprises et certains noms de personnes parce que ce n'est pas l'objet ici. Mais il est clair que tout Africain qui écoute les informations sait en réalité que parfois, nos projets sont financés et ceux qui financent ces projets-là gagnent 100 fois plus en termes de valeur ajoutée, en termes de bénéfices. Alors, on sait également que l'Afrique a une très grande diaspora et on sait que la diaspora a les ressources financières. Aujourd'hui, de nombreux projets, et ce que je vous parle a déjà commencé à être implémenté, par exemple, en Centrafrique. La Centrafrique a d'énormes ressources financières. Pourquoi la Centrafrique n'est pas comme Dubaï? Pourquoi le Gabon n'est pas comme Dubaï? Ils ont une petite population, ils ont d'énormes ressources financières. Peut-être il faut signaler que le Royaume d'Arabie Saoudite ou Dubaï, ils sont riches tout simplement parce qu'ils ont le pétrole. Mais sauf qu'ils utilisent ce pétrole pour essayer de répartir cette richesse-là et se permettre que les natifs au moins puissent vivre de manière décente. Maintenant, comment on peut faire? On s'est toujours plaint en Afrique que oui, on a les ressources naturelles, mais il nous faut l'argent pour exploiter, pour valoriser, pour vendre le produit fini. Aujourd'hui, si je prends un exemple concret, la Centrafrique a créé le projet Sango et dans ce projet Sango-là, il y a un aspect qui est lié à l'exploitation des ressources naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va tokeniser ces ressources naturelles en donnant, par exemple, la possibilité à des personnes qui sont au Cameroun, au Gabon, en France, partout dans le monde, de pouvoir participer, par exemple, à un projet d'exploitation de son diamant. Et en participant à cela, vous allez acheter, par exemple, le token qu'elle a créé et c'est en convertissant ce token-là en argent qu'elle va pouvoir financer l'activité d'exploitation. Et une fois exploité, une fois rendu ce diamant-là en produit fini, elle va le revendre gagnant 10 fois plus que ce que les étrangers gagnaient et va vous restituer ce que vous avez investi avec des bénéfices.
Alors là, en tant qu'un Africain, tu gagnes à 2 niveaux. Premier niveau parce que tu as participé à développer la richesse. Deuxième niveau parce que tu auras des bénéfices. Ça veut dire qu'au lieu seulement d'aller voir que ce soit des banques, Exim Bank par exemple en Chine ou telle banque qui va venir fournir des ressources pour exploiter. Parce qu'une banque ne va pas te donner son argent si elle n'a pas de bénéfices. Tout à fait. Mais si Mais je aujourd'hui voudrais on a... quand même relever, je voudrais quand même relever un point qui est très important pour ce genre de projets qui sont d'ordre nationaux. C'est que dans la définition de la participation des investissements externes, il faut définir un quota. Et c'est la même chose que les entreprises font déjà. Les entreprises comme Google, Amazon, Apple et autres, ils font déjà ça. C'est-à-dire, lorsqu'ils disent que bon, ils vont libérer une partie des actions d'entreprise, ils font en sorte qu'il y ait toujours un contrôle. C'est-à-dire, oui. ils fixent un contrôle de telle sorte que il ne faudrait pas qu'un investisseur vienne là, il achète tout le pays ou alors toute l'entreprise. Voilà, c'est ça la réalité des choses. Parce que c'est là où mais la réalité, c'est que c'est ce que... Attends, donc la réalité aussi, c'est que je suis d'accord parfaitement avec toi. Ça, c'est un préalable. Tu es un expert dans le domaine économique. Ça, c'est un préalable qu'il faut. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se fait dans ce contexte et ce n'est pas ça qu'on essaye de corriger? Parce que dans ce contexte actuel, généralement, ce sont des banques étrangères ou ce sont des individus qui ont plein de capital à l'étranger qui viennent acheter, en fait, financer tout le projet et qui, en réalité, après, se font des bénéfices de 1000% sur ce projet-là. Et tu le sais, c'est pour ça qu'on s'est toujours plaint que, voilà, nous vendons nos matières premières à l'état brut à des valeurs qui ne coûtent rien du tout. Et après, le produit fini est vendu avec un bénéfice de 500 fois, 5 fois, 10 fois plus élevé que la matière première. Donc, ce genre de projet, évidemment, c'est pour permettre à l'effort de, par exemple, ceux qui ont les capitaux, comme vous qui sont à l'extérieur, de pouvoir participer au financement de ces projets-là à l'échelle locale. Et la Centrafrique montre l'exemple avec son projet Sango. C'est vrai qu'on verra ce que ça va donner, mais c'est déjà un pas en avant. C'est déjà un pas en avant qui peut être une nouvelle façon d'aider l'État dans le développement. Et je vais te dire une chose, il y a ce qu'on appelle les bonds. Récemment, je suis allé à la banque il y a 2 mois et j'ai vu il y avait un appel de fonds. Je fais quand même dans les affaires autres, mais il y a ces choses-là que je ne savais pas. C'est vrai, j'ai entendu parler. Un oncle m'a dit une fois que voilà, je l'ai vu même à une émission une fois, ils aident l'État. Il y a des moments où l'État fait des appels et puis les gars, je crois qu'on appelle ça les bonds, quelque chose comme ça, où ils prêtent de l'argent à l'État. Mais ça, c'est une chose qui n'est pas vraiment, je vais dire, on ne communique pas assez autour. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent cette affaire-là, qui auraient peut-être... Moi, je me rappelle que j'ai connu cette histoire des bons de trésor d'État quand j'étais déjà dans mon programme d'ingénieur. Donc, voilà. J'avais déjà peut-être 30, non, pas 30 ans quand même. J'avais à peine déjà 24 ans, 25 ans, un truc comme ça, autour de là. Donc, ça fait que c'est très tard que j'apprends ce genre de choses. C'est des choses qu'on apprend ici. Les enfants connaissent ça, en fait. Ben oui. Parce que leurs parents ont investi dedans pendant longtemps, en fait. Ouais, pendant longtemps. Bon, quand même, on va dire si on pouvait tokeniser cette affaire. Il y a de l'espoir parce que il y a l'entreprise Ejara, que tu connais, qui est un peu dans cette démarche-là. Puisque je scrute un peu de temps en temps ce qu'ils font, je me suis rendu compte qu'ils sont un peu dans cette démarche-là. Ils offrent la possibilité à monsieur et madame tout le monde de pouvoir acheter des bons de trésor du Cameroun pour le moment. Ça, c'est une bonne nouvelle, dans le sens où on essaie maintenant de communiquer, d'apporter un peu plus de clarté sur ce genre de possibilités d'investissement. Parce que on ne va pas toujours attendre d'aller à la Banque mondiale, au FMI, ou je ne sais trop dans quel partenariat public bilatéral, pour pouvoir signer des accords qui parfois sont là pour vous enchaîner le coup de A à Z. Or, s'il faut faire des choses, pour moi, je pense qu'il faut commencer par faire un peu comme la Chine, qui, sa dette est majoritairement interne. On va dire que la Chine est très endettée, mais en réalité, la Chine est endettée par sa population. Pas par les États-Unis en majorité, attention. Donc,
Moi, je pense que les pays africains, ça, c'est un modèle que déjà, ils peuvent copier de A à Z sans se casser la tête et sans effort. Et c'est le même système qui est au niveau des entreprises. Tu vas te rendre compte si tu fais une lecture économique sur le plan, par exemple, des grandes entreprises américaines comme Apple, comme Google, comme Microsoft. Alors, ces entreprises sont plus puissantes que les États, presque plus puissants même que l'État américain, pas parce que l'entreprise en elle-même a généré des ressources et tout cela, mais parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle des appels publics. Ils ont aujourd'hui les populations, si tu comptes 10 personnes, tu auras au moins une personne qui investit dans ces entreprises-là. Et ça revient encore à ce qu'on disait au départ, l'éducation. Mais pour finir, quand je parlais en effet des bonds, je parlais d'un problème de communication. C'est parce qu'aujourd'hui, si on tokenise cette affaire-là, ça va peut-être permettre aux gens, avec leur téléphone portable, de pouvoir contribuer peut-être à hauteur de 10 000, de 20 000, de 5 000, pourquoi pas. Si oui, c'est justement ce que Ejara essaie de faire. Voilà. C'est-à-dire, tu peux investir avec déjà partant de 1000, puisque c'est toujours dans le cadre des cryptos. Et c'est une bonne chose, parce que ça va vraiment, en tout cas, c'est un premier projet. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres dans ce sens-là, qui donne la possibilité d'épargner, d'investir sur les crypto-monnaies partant déjà de 1000 francs CFA. Et peut-être d'acheter des bons de trésor du gouvernement camerounais et peut-être des autres États africains. Certainement, ça va venir, je suis sûr. Absolument. Dans un certain cas, et permettre à monsieur, madame, tout le monde de le faire, parce que parfois, on a parfois comme l'impression qu'on communique en cachette sur ce genre de choses. C'est ce qui me taraude vraiment quand je t'écoute. C'est ce qui me brûle l'esprit de dire, en effet. Tu as parlé de Yara, moi je suis dans le domaine des cryptos. C'est vrai que j'ai cette application-là, mais je n'étais pas au courant. OK? Il faut être honnête, je n'étais pas au courant. Ça veut dire en effet qu'il y a aussi ces problèmes de communication-là. Et peut-être je vais revêtir ma casquette de marketeur. La communication dans ce genre de projet, maintenant, c'est différent. Parce qu'à un moment, il faut d'abord permettre aux populations de comprendre pourquoi est-ce que, quel est l'élément le plus important, pourquoi est-ce qu'ils doivent participer à cet effort, pourquoi est-ce que celui qui va au marché va sortir un 5 000 francs ou un 10 000 francs pour apporter. Parce qu'on est champion de dire que c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est la colonisation. On est champion à vouloir vivre dans le passé et dire que c'est notre passé qui nous empêche plus de 50 ans aujourd'hui de continuer d'avancer. On continue à donner autant de pouvoir au passé et on oublie quelles sont les responsabilités individuelles pour ce changement qu'on espère à l'instant T. Alors, ton futur se bâtit dès maintenant. Absolument. Tu vas pas attendre de passer à pleurnicher. Absolument. Moi, je crois que beaucoup ne vont pas être d'accord à ceci, ce n'est pas important. Mais je crois qu'on doit arrêter de vivre dans le passé. L'esclavage est arrivé, on ne peut pas changer. La colonisation est arrivée, on ne peut pas changer. Ça fait partie de la culture, on doit s'en inspirer, mais on doit arrêter de donner autant de pouvoir à ces choses pour notre avenir. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on va continuer d'intensifier, de donner la force et le pouvoir, on va continuer à vivre sur ce paradigme-là. Et on va s'empêcher d'évoluer, on va s'empêcher d'obtenir un certain nombre de choses. L'avenir est brillant, l'avenir est là. Inspirons-nous de ce que nous avons. Et pour finir, moi, je disais, c'est une très bonne chose qu'une plateforme comme celle-là permet déjà de promouvoir les bonds. Moi, je veux voir de plus en plus des projets qui vont dans le sens de l'exploitation de nos ressources, où on fait des appels aux populations. Moi, c'est vrai, quelqu'un va dire, oui, peut-être parce que tu gagnes un peu d'argent, mais je suis prêt. Même s'il faut participer, même s'il faut juste financer et ne rien attendre en retour, il n'y a pas de problème. Quand je dis financer, c'est que si on te demande de contribuer à hauteur de 10 000, bien qu'on nous coupe déjà les impôts dans nos salaires ou dans nos affaires ou dans quoi que ce soit, bien qu'on contribue déjà, mais si on fait un appel et qu'on t'explique que en apportant ton argent, c'est pour empêcher qu'on aille prendre de l'argent dans telle banque et qu'on ne dise pas demain que le Cameroun est un pays pauvre, très, 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 très endetté parce qu'il doit, je crois que ça va inciter vraiment les populations à participer à cet effort. Et tu l'as dit, la Chine a bâti sur ce modèle. Et ce n'est pas seulement la Chine. Même les États-Unis ont bâti sur ce modèle. Parce que tu as les papas aujourd'hui, les grands-parents aujourd'hui qui ont 80 ans, mais l'héritage qu'ils sont en train de laisser à leurs petits-enfants, ce sont les bons. Ce sont les actions dans les entreprises comme Apple, comme Microsoft et bien d'autres. Ce sont ces produits boursiers-là qu'ils ont achetés et qui, après 10, 20, 30 ans, ont pris de la valeur. Je crois qu'on doit de plus en plus avoir cette culture-là.
Et pour cela, il faut que nos États prennent conscience, il faut que la réglementation suive et il faut qu'on commence à implémenter des petits projets pour les tester, pour les améliorer et élargir à l'échelle nationale et internationale. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. OK. Donc, pour moi, pour résumer, on va citer plusieurs éléments que tu as pu évoquer à l'échelle non seulement continentale, passant bien sûr par des projets qui ont été, enfin, qui ont été évoqués. On a parlé de la mise en place d'un système de monnaie numérique qui va certainement passer par la contrainte de l'acceptation des différences et de pouvoir avancer avec ces différences-là, mais aussi de lutter contre un comportement qui sera maintenant du côté des utilisateurs, qui est que les utilisateurs, à mon avis, ont un certain attachement du cash. Et cet attachement, on peut le voir. Et ils ont eu ce problème au Nigeria. Voilà. Avec leur monnaie numérique qui, pour le moment, a pénétré moins de 5% de la population. Exactement. Donc, moi, je pense que c'est des choses qui vont prendre du temps. Hein. Donc, pour moi, quelques mois, c'est peanut, c'est rien, c'est zéro. Donc, il faut s'attendre à l'échelle de moins 15 ans, 20 ans, 30 ans même, pour pouvoir voir que les choses sont vraiment mises en place. Donc, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui ou de demain, d'accord? On est bon sur ce point-là. Maintenant, on a évoqué également des points sur l'éducation. Okay? L'éducation, essayer de renforcer les capacités déjà des personnes qui ont une sorte de compréhension, essayer d'éduquer même de A à Z afin de pouvoir prendre avantage, n'est-ce pas, de ce e-commerce à l'échelle ressources humaines qu'on peut offrir à l'échelle internationale. Donc, ça, c'est un point qui a été évoqué. On a également évoqué, tu vas peut-être me permettre de, si je ne me rappelle pas de certains points, tu vas peut-être m'aider. Donc, on a également évoqué ce problème de cette possibilité de pouvoir faire usage des DAO afin d'implémenter, bien sûr, des procédés de facilitation de gouvernance, OK? Des procédés de facilitation de prise de décision participative, très important, OK? Parce que on ne va pas toujours confier la responsabilité à un petit groupuscule qui vont faire tout et n'importe quoi dans leur petite chambre noire et venir nous dire que voici ce qu'on a décidé pour vous. Non, on doit être capable de participer et ceci ne commence pas à l'échelle des, j'ai toujours dit, à l'échelle nationale. Non, ça commence à l'échelle des maisons, des ménages. Voilà. Donc, c'est des petits projets comme ça peuvent déjà être mis en place pour grandir au fur et à mesure et puis prendre à l'échelle nationale. Et on a, je pense qu'on a évoqué également, si je ne me trompe pas, ça m'échappe un peu, mais bon, peut-être tu vas m'aider. Si tu permets, vas-y. On a parlé également à la base d'un centre de recherche, d'un centre absolument, qui commence absolument. par la recherche, que ce soit comment réguler. On ne va pas demander à un ministère, peut-être qui n'a jamais affronté cela, de réguler, d'écrire une réglementation. Ça va être difficile. On ne va non plus aller chercher les experts, les payer des centaines de millions ou les cabinets externes qui ne connaissent rien par rapport à nos réalités, même s'ils connaissent parce qu'ils ont lu dans les documents, qui n'ont pas vécu nos réalités, qui ne sont pas immergés dans nos réalités décrites, ces choses-là. C'est pour ça que j'ai proposé un centre de recherche blockchain et intelligence artificielle qui peut être à l'échelle sous-régionale, qui peut être à l'échelle nationale, qui va permettre, en fonction de nos réalités politiques, économiques, sociales, en fonction de nos réalités culturelles et aussi naturelles, de proposer non seulement une réglementation, mais aussi de proposer des projets en fonction de l'analyse de cette macro-structure-là, des projets qui peuvent être micro, comme tu le disais, ou macro, c'est-à-dire qui peuvent être à l'échelle du quartier, de l'arrondissement, du village ou de la ville, qui va permettre d'implémenter la blockchain. Et parlant de ces projets, par exemple, de manière concrète, on a dit que dans le domaine éducatif, par exemple, au Cameroun, en l'occurrence,
on rencontre des grosses difficultés, par exemple, en ce qui concerne l'authentification des diplômes, l'authentification d'un certain nombre de documents. Et on s'est dit que la mise en place d'un système blockchain qui va permettre de digitaliser ces documents-là devrait faciliter ces transactions-là qui parfois prennent des semaines, parfois des mois, en moins de 5 minutes. On a aussi parlé des problèmes d'identité, du fait que les gens font des cartes Exactement. Des d'identité et problèmes ont des... d'authentification, Voilà, je pense des problèmes d'authentification, d'identité voilà. même. Voilà. D'identité, de cartes Mhm. d'identité. C'est-à-dire que les gens Exactement. produisent des cartes d'identité qui sortent des années après, ou encore les gens perdent les cartes et ça les empêche dans le timing de produire cette carte-là et peut-être soumissionner à un concours ou à une offre d'emploi. Ils se trouvent en train de manquer l'opportunité parce que le délai pour produire cela est long. On a dit que la blockchain peut permettre d'avoir une sorte de jumeau de son document parce que c'est qu'on on aime les papiers, mais au moins si on produit la version physique, on a une version numérique qui peut être utilisée si on a perdu son document, qui peut être utilisée si on est en attente du document physique et qui peut être utilisée, par exemple, dans le cadre des gens qui se déplacent parce qu'il y a eu l'incendie, parce qu'il y a eu une guerre, parce qu'il y a eu un événement où il n'a plus ses papiers. Et ça, ce n'est pas seulement à l'échelle nationale, on a vu aussi à l'échelle continentale, parce qu'il y a de nombreux réfugiés, par exemple, qui quittent d'un pays à un autre, qui n'ont plus d'acte de naissance, et, les parents traumatisés par la guerre n'arrivent plus à dire exactement quand l'enfant était né, de donner des informations concrètes peut-être pour les reproduire. Tout cela devient compliqué et après l'enfant grandit, soit il n'a pas d'acte, soit il a toute autre information sur ses pièces. Mais si on avait toutes ces choses-là enregistrées sur la blockchain de manière digitale, ça aurait permis à tous ces réfugiés-là juste peut-être d'aller imprimer la version numérique qu'elles ont pour avoir une nouvelle version papier de leurs documents. Aussi facile que ça. On n'a Aussi pas facile que à ça. Et même les compliquer la vie. certificats de. Vous voyez, souvent dans certains dossiers, on va demander de faire des certificats de tes diplômes Voilà. ou alors de tes relevés de notes. Ça, c'est chiant. Il faut être clair là-dessus. C'est très chiant. Parce que si tu Voilà. as eu un petit problème avec un prof à l'université, il va commencer à te tourner en rond. Ou alors, il y a des profs qui vont même te conditionner, te demander certaines choses qu'il ne fallait pas demander Ouais. de faire pour que tu puisses avoir accès à ton relevé de notes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est des choses qu'on voit. J'ai fait l'université Yaoundé 1 et Ouais. perso, je n'ai pas eu une très bonne expérience de cette université, personnellement, parce qu'il y a des choses que moi, je n'accepte pas. OK? Il Voilà. y a des choses, tu vas voir des profs qui vont discriminer les hommes et des femmes. C'est chiant tout ça. Vous voyez? Voilà. On n'a pas besoin de tes humeurs à l'université. On a besoin de ton résultat, de ton service Absolument. et point barre. On Absolument. avance. Et la Donc, on va venir, technologie va et aider quand on cela. met ce genre de système, c'est pour Ouais. éviter ce genre de choses pathétiques à la limite et qui vient Absolument. démoraliser non seulement les étudiants et naturellement va contribuer à détruire la production, à être Ouais. contre-productif. Un étudiant peut-être qui venait à l'université et qui était enthousiaste vient se faire mater de A à Z par les profs parce que le prof n'a pas bien dormi chez lui et il n'arrive pas à avoir ses relevés de notes. On le tourne en rond pendant au moins 3 semaines pour l'avoir. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, personnellement. Donc, il faut qu'on Absolument. avance. Il faut qu'on avance. C'est pas la France qui empêche que tu fasses les diplômes, les certificats et les diplômes. Bien dit. Arrêtons. C'est Absolument. pas la France qui t'empêche de faire ça bien en un temps record. On est d'accord. Donc, bref, c'est pour C'est pas la France qui nous assez. empêche maintenant d'adopter toutes ces technologies. Ce n'est pas la France qui t'empêche, par exemple, de partager cette vidéo, qui peut toucher Exactement. quelqu'un, qui peut prendre conscience. Parce qu'avant de conclure sur les éléments que je disais, j'avais proposé un projet, par exemple, de digitalisation de la canne en Côte d'Ivoire et il m'est arrivé de discuter avec certaines autorités. Et ça va vous surprendre, beaucoup ne sont même pas au courant de cette technologie. J'ai pu beau expliquer, mais après notre réunion, mon contact m'a laissé savoir qu'il doutait même sur les possibilités de tout ce que j'ai dit avec cette technologie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. OK? Donc, ce n'est pas l'Occident ou qui que ce soit qui nous empêche de nous ouvrir à l'évolution et d'apprendre. Et pour finir, par rapport au projet que nous avions proposé,
Justement, on a parlé des actes de naissance, aussi bien que les cartes d'identité, que des diplômes qui doivent être incrustés dans les systèmes qui utilisent la blockchain et qui font d'énormes économies. Parce que les papiers que nous utilisons nous coûtent des milliards. Le royaume, je crois que Dubaï également, je crois dans l'horizon 2030, c'est zéro papier. Et zéro papier dit également qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la politique de protection de l'environnement. Tout à Ils ne vont fait, pas tout à abattre fait. des arbres. Donc, alors, on a également parlé justement du fait qu'il y a trop cette corruption, ce manque de transparence et que pour essayer de résoudre cela, au niveau par exemple des votes, on pouvait avoir des systèmes de vote qui vont permettre à ce qu'il y ait la traçabilité sur tous les votes, que ce soit public et que le décompte ne soit plus après, que ce soit instantané et que les résultats soient instantanés dès la fin du vote, qu'on sache qui a gagné, qui n'a pas Transparence gagné. presque parfaite, on va dire. Super. Et également au niveau des détournements publics, on est fatigué de voir ces vidéos où on voit des gens avec des dizaines de valises pleines de milliards, où seulement un paquet pourrait changer la vie de quelqu'un. On Au est Gabon, fatigué. tu veux parler du Gabon, c'est ça? Absolument. C'est pas seulement au Gabon, c'est partout. OK? On est fatigué de voir ces vidéos. C'est pour ça que moi, j'ai proposé qu'il y ait des tokens de gouvernance, c'est-à-dire qu'aux différents ministères, et c'est où on saura qui veut travailler et qui est là pour l'argent. Parce que si on dit qu'on ne te donnera plus de l'argent, l'argent, c'est au trésor, mais toi, tu vas donner des tokens à ceux avec qui tu travailles, à ceux avec qui tu veux signer des contrats, à ceux avec qui tu payes, et eux, ils iront au trésor récupérer de l'argent. On saura maintenant qui est là pour l'argent et qui est là pour et qui est là pour réellement bosser. Donc, on a proposé de créer un token de gouvernance qui va remplacer l'argent et qui sera ce qui va être viré au peu importe l'entreprise avec qui tu vas contracter, peu importe les marchés, et ça va permettre, même si tu as l'argent, parce que c'est que ça, c'est pas faisable, il faut qu'on soit d'accord, ça n'est pas faisable, mais au moins, si un dirigeant veut au moins qu'il y ait la traçabilité, qu'il mette en place ce genre de token-là, tout qui va permettre de contrôler ce qui est fait sur l'argent physique, qu'on n'ait pas besoin de créer des institutions, dépenser des milliards chaque année pour contrôler, pour jouer encore le rôle de police et de contrôle sur ces ministères-là, au moins qu'il y ait une plateforme qui puisse permettre qu'il y ait la traçabilité, qu'on puisse traquer chaque centime de l'État, chaque centime des populations qui soient dépensées. Ah, les gouvernants ne vont pas aimer ça. Ils ne vont pas aimer, mais c'est possible. Ceux qui veulent, au moins, on voit déjà certains États s'émanciper. On voit certains jeunes leaders politiques s'émanciper. Si même nos États où nous sommes nés n'implémentent pas, peut-être ceux-là qui sont en train de vouloir qu'il y ait vraiment l'égalité et la transparence vont nous écouter et vont implémenter. C'est tout ce qu'on veut. On n'est pas là pour revendiquer qu'on appartient à un État quelconque. On appartient à l'Afrique, on appartient au monde. Si ce qu'on dit peut aider qui que ce soit, c'est le plus important. Et pour finir, justement, on a parlé du financement des projets qui vont dans le sens de l'exploitation de nos ressources naturelles pour éviter qu'on aille toujours prendre des prêts dans des gros organismes financiers externes qui viennent nous endetter, qui viennent nous faire être positionnés toujours sur une situation économique très faible, qui vient faire en sorte que l'image de marque, parce que ça, c'est une histoire qu'on ne connaît pas, qui a une puissance importante à l'échelle internationale. L'image de marque d'un pays est importante. C'est pour ça que vous allez voir des pays, aux États-Unis, il y a des États qui sont pauvres, qui sont plus pauvres, c'est-à-dire que où c'est sinistre, où les villes, c'est les bidonvilles. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça à la télé? Presque jamais. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent leur image de marque. Il est temps qu'on commence également à travailler nos images de marque, qu'on appelle à nos diasporas qui sont forts pour financer les coups d'État, à venir aussi mettre leur argent dans le développement de l'économie, mais je sais qu'ils ne le feront pas. L'argent qu'ils ont travaillé durement, ils ne le feront pas si le système n'est pas transparent et traçable. C'est pour ça que la blockchain peut aider à le faire et je crois que ce sera pour le bonheur de l'Afrique et de chaque Africain. Super, super. Donc, voilà, on va faire donc un dernier mot pour la fin. Donc, si tu as une dernière conclusion rapide à donner, en une phrase maximum, 30 secondes, qu'est-ce que tu diras? Partagez cette vidéo. C'est tout ce que je peux dire. Écoute, on a pris des temps, on a pris des heures. Docteur, c'est important. On ne va pas seulement, écoutez, on ne va pas seulement prendre les petites connaissances que Dieu a permis qu'on ait et que ça bénéficie aux autres.
c'est les autres qui viennent nous consulter, c'est les autres qui viennent aujourd'hui nous appeler pour parler, pour faire les conférences. Et que quand nous, on s'assoit, on prend notre temps, tu as dit tout à l'heure, c'est la valeur, on aurait pu utiliser pour faire autre chose, pour parler aux nôtres, que les gens soient toujours seulement enclins à partager des vidéos de nudité ou des vidéos de rire. Congo-ça. Le Congo-ça ou l'humour, ça va t'aider un peu, mais après, tu as toujours faim. Ça va t'aider un peu, mais après, si tu ne payes pas le loyer, le bailleur va te mettre dehors. Ça va t'aider un peu, mais après, si tu ne rationnes pas, ta femme va te manquer le respect et même tes enfants vont te mépriser. Il est temps de prendre nos responsabilités en main et arrêter d'accuser l'Occident. Et comment ça commence? Si tu n'as pas l'argent pour créer une entreprise, pour participer à l'économie, tu peux encore chercher un travail et payer des impôts. Si tu n'as pas un travail pour payer les impôts et que tu estimes que tu n'as rien financièrement, tu peux au moins partager ce genre de vidéo qui va aider à améliorer la conscience collective, peut-être à toucher un décideur, peut-être à toucher à quelqu'un qui peut vouloir comprendre plus. C'est aussi comme ça que chacun participe. Ceux qui sont en amont là, c'est vous qui leur donnez le pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Parce que si vous voulez que les choses changent de manière collective, les choses vont changer à tout moment. Mon seul mot pour cette vidéo, pour conclure, si tu ne partages pas ceci, je dis pas, j'ai pas besoin d'être fameux, j'ai pas besoin que ce soit vu partout, mais c'est parce que je sais que c'est par ce genre de choses que les choses changent souvent. Et si tu ne partages pas ça, sache que tu fais aussi partie du problème que tu essayes de décrier parce que tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Oui, c'est clair, hein. Déjà, on a évoqué ici plusieurs projets qui, pour ma part, sont implémentables à l'échelle micro, surtout l'échelle micro, j'insiste là-dessus. Et bien entendu, à l'échelle macro, si la volonté politique y est. Et donc, notre responsabilité, c'est de pouvoir, bien sûr, faire que ce message-ci atteigne le maximum de personnes pour que la graine soit sémée et pour que ça puisse fleurir et pour qu'on puisse avoir des projets qui commencent à contribuer à notre développement économique, social, sanitaire et bien d'autres encore, écologique, environnemental, comme vous voulez. Donc, partager au maximum, c'est un must, c'est d'utilité publique et bien sûr, c'est la meilleure façon de pouvoir déjà apporter votre contribution. Ne simplifiez pas cela parce qu'il suffit d'une personne qui s'accroche sur ce message pour changer toute une génération. Je le répète, il suffit d'une personne qui s'accroche sur ce message pour changer toute une génération. Donc, allons-y les amis, partageons au maximum. Je tiens également à préciser que si vous êtes intéressé au livre Initiation à la crypto-monnaie, pour pouvoir démarrer, bien démarrer, surtout parce qu'on dit démarrer, c'est encore autre chose, bien démarrer sur la crypto-monnaie, la blockchain. Bien sûr, ce livre est parfait pour vous, pour bien commencer. Il y a des personnes qui me posent, moi, donc, tu commences par où? Tu commences par ici, right? You start here, you get started here, right? Donc, c'est pas si ça commence, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous avez juste à nous contacter, soit via le numéro qui s'affiche dans la bannière défilante, ou alors, si vous êtes dans les groupes WhatsApp, prenez le soin de contacter l'un de nos administrateurs et il se fera le plaisir de vous donner la démarche à suivre pour entrer en possession de ce livre. Il vous donnera tous les détails, les modalités, tout ce que vous voulez. Je vais vous laisser sur ce point et bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine vidéo dans le cadre des podcasts pour l'intelligence artificielle, crypto-monnaie et bien d'autres encore. À très, très bientôt. Ciao.